Le 11 mai 2019, après avoir passé la soirée dans un bar, Julia Rawson, âgée de 42 ans, disparaît. Et ses derniers moments ont été filmés par les caméras de surveillance du bar. Julia Rawson est née à Stafford, dans les West Midlands, en Angleterre. C'est une artiste passionnée et talentueuse. Elle est très créative et elle est intéressée par ce milieu depuis son plus jeune âge. Je n'ai rien trouvé sur son enfance, je sais juste que pendant l'université, elle a rencontré Hélène, qui est devenue sa petite amie. Les deux vivaient ensemble et elles ont même ouvert une galerie d'art ensemble. Dans la galerie d'art, elles vendaient leur art, mais aussi l'art d'autres créateurs. Leur magasin marchait assez bien et en plus de ça, Julia était très sociable, donc elle arrivait très facilement à se faire de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Pour vous décrire un peu sa personnalité, elle adore sortir, elle adore faire la fête, elle adore rencontrer des nouvelles personnes et c'est le genre de personne qui, quand elle va en soirée, elle est amie avec tout le monde. Et le lendemain, elle a plein de nouveaux amis puisqu'elle a connu tout le monde pendant la soirée. Ses amis disent aussi d'elle qu'elle a gardé son esprit d'enfant. Une de ses amies de l'université, qui s'appelle Debbie, dira que Julia était partante pour tout. Elle était toujours de bonne humeur et en plus de ça, son énergie était contagieuse. Pour faire plaisir à sa copine, Julia avait acheté des places pour aller voir The Strokes en concert. Le concert avait lieu 2 semaines après le 11 mai. Elles n'iront jamais le voir. Revenons donc au 11 mai 2019. Dans la soirée du 11 mai 2019, Julia décide de sortir en ville pour aller boire un verre avec des amis. Hélène, elle reste chez elle, elle n'a pas envie d'y aller. Vers la fin de soirée, Hélène se rend compte que Julia n'est toujours pas rentrée. Elle s'inquiète pas plus que ça, parce que ça arrivait très souvent que Julia prolonge la soirée chez des amis à elle, ou bien qu'elle découche. Mais bon, Hélène, elle s'en fait pas plus que ça, elle a confiance en elle. C'est le lendemain qu'elle commence un peu à s'inquiéter parce que le lendemain, elle n'a toujours pas de nouvelles d'elle. Elle appelle certains de ses amis pour savoir si Julia est chez eux. La réponse est négative. Et le surlendemain, quand elle n'a toujours pas de nouvelles de Julia, elle se dit là, il y a un truc. Donc elle appelle la police pour signaler la disparition de Julia. Nous sommes le 14 mai 2019 et la première chose que les policiers font, c'est essayer de savoir qui est la dernière personne qui aurait pu voir Julia Rawson. Rapidement, comme ils savent à peu près où elle s'est rendue pour boire un verre, ils trouvent les caméras de surveillance du pub Bottle & Cork et sur ces caméras de surveillance, on voit Julia qui est en train de discuter avec un homme au bar. Puis à un moment, elle change d'endroit, elle va à l'autre bout du bar et elle entame une discussion avec un autre homme. Il est assez clair qu'elle a passé une grosse partie de sa soirée dans ce bar et même jusqu'à la fermeture du bar. Et on voit qu'effectivement, Julia est très sociable puisque pendant toute la soirée, elle discute avec des gens qu'elle ne connaît pas forcément. Jusque-là, rien de grave. Ça matche totalement avec la personnalité, elle aimait rencontrer des nouvelles personnes. Vers 1h du matin, quand le bar ferme, Julia sort du bar par la même porte qu'un autre homme. Ce sera la dernière image qu'on a de Julia Rawson. Cependant, les policiers arrivent très facilement à identifier l'homme, car au cours de leur conversation, il a montré à Julia des tatouages qu'il avait sur l'avant-bras. Des tatouages qui sont très reconnaissables. Ce que les policiers font, c'est qu'ils prennent une photo, une capture provenant des images de surveillance de la caméra du bar et ils la publient en disant, voilà, si quelqu'un reconnaît cet homme, notamment dû à ses tatouages, faites-nous signe, un appel à témoins quoi. Quelqu'un répond positivement en disant qu'il a vu un homme dans le centre-ville de Dudley qui lui ressemblait fortement. La police a maintenant un nom, il cherche un certain Nathan Maynard Ellis. C'est un homme de 30 ans qui vit avec son petit ami David Lisley, âgé de 25 ans, et ils vivent au coin de la rue Mission Drive à Dudley. Les policiers se rendent chez le couple et au début, Maynard, il nie avoir été dans ce bar. Il dit « Mais non, c'est pas moi sur les caméras de surveillance. Vous faites fausse route !» La police est persuadée que Maynard est bien l'homme qui a été vu sur les caméras de surveillance. En même temps, les tatouages matchent. Est-ce qu'il peut y avoir une meilleure preuve que ça? Je ne pense pas. Il l'arrête lui et son petit ami sur le champ. Et pendant que les policiers lui parlaient, il faisait comme s'il ne connaissait pas Julia Rawson. Il a fait répéter aux policiers plusieurs fois le prénom pour faire comme si « Hein, quoi? Qui? Non, je connais pas. Vous avez dit comment? Hein? Non, je connais pas. »
Son petit ami Lisley l'a aussi défendu en confirmant aux policiers que Maynard avait passé toute la soirée avec lui, chez eux. Il était donc impossible qu'il soit allé au bar vu qu'il était avec lui. Les policiers se disent « Ok, ils nous prennent pour des jambons, on va leur montrer les vidéos des caméras de surveillance. Parce que si on leur montre ça, ils peuvent plus nier derrière, ils voient qu'effectivement, Maynard est bien dessus. » C'est ce qu'ils font. Et petit à petit, Lisley change sa version. Maintenant, il déclare aux policiers qu'effectivement, ils ont passé une grosse partie de la soirée ensemble. Et que peut-être, à un moment, Maynard est parti. Mais lui, bon, il ne s'en est pas trop rendu compte, car il s'était probablement endormi. Il précise tout de même que Maynard n'aurait jamais pu faire de mal à quelqu'un. Quand Lisley révèle ça, les policiers se disent « il est à 2 doigts de craquer et de nous en dire plus ». Cependant, il n'en dira pas plus. Et ce ne sont pas les heures d'interrogatoire qui suivent qui changeront quelque chose. Les policiers se focalisent sur les preuves qu'ils ont déjà, les vidéos des caméras de surveillance. Pendant ce temps-là, les 2 hommes sont encore en garde à vue pour suspicion d'enlèvement et au même moment, les policiers obtiennent un mandat de perquisition pour l'appartement des 2 hommes. Les policiers entrent chez eux et à l'instant où ils mettent un pied dans l'appartement, ils sont frappés par la décoration quelque peu étrange. Sur les murs, il y a des posters de serial killers, de films d'horreur. Ils trouvent plein de livres sur le true crime. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a aussi des têtes de poupées qui sont un petit peu exposées comme ça partout, comme finalement on pourrait mettre des bougies, sauf que eux ils mettent des têtes de poupées. Et il y a aussi des armes sur le mur. Des vrais armes, des pistolets chargés, des couteaux et aussi des haches. C'est vraiment leur décoration, ce n'est pas seulement quelque chose qui les intéresse. Non, eux ils aiment vraiment ça, puisqu'ils vivent avec cette décoration. Alors, on peut se dire que je fais des vidéos de true crime, je regarde un petit peu tout ce milieu-là, mais chez moi, la décoration, c'est pas ça. Hein. Moi, j'ai des vraies bougies avec des tableaux de paysages. J'ai pas des affiches de serial killers dans tout mon appartement. Bien que je ne juge pas les gens qui aient cette décoration, mais... Bon, dans une pièce, les enquêteurs remarquent qu'un bout du sol, de la moquette, est différent de tout le sol. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Quand ils rentrent dans cette pièce, ils se disent « c'est bizarre, il y a un carré qui n'est pas de la même couleur ». Ils soulèvent ce carré, parce que c'est un carré qui peut se soulever. Visiblement, c'est quelque chose qui a été rajouté. En le soulevant, il y a une sous-couche, qui est le vrai sol, rempli de taches rouges. Serait-ce du sang? C'est l'inspecteur détective Colclough qui a décrit le meurtre comme une chose terrible qui ait eu lieu. Les enquêteurs appellent des renforts et ils envoient cette sous-couche en analyse médico-légale pour confirmer ou infirmer qu'il s'agisse de sang. Pendant ce temps-là, il y a d'autres policiers qui travaillent sur les rushs des caméras de surveillance et là on parle de centaines et centaines d'heures vidéo, mais grâce à eux, on en apprend un petit peu plus sur ce qui s'est passé lorsque les 2 sont sortis du bar. Enfin plutôt sur le lendemain et sur Maynard. Puisque le lendemain, sur les vidéos de surveillance du bar, on voit Maynard qui revient prendre un verre au bar. Et il paraît totalement normal. Il se rend, il passe son petit coup de fil, il boit son verre tranquillement. Enfin bref, quand les policiers voient ça, ils se disent oui, bon, il est juste retourné au bar. Il n'y a rien de suspect. Le 16 mai 2019, 5 jours après la disparition de Julia Rawson, les caméras de surveillance traquent la voiture de Maynard. On y voit ensuite Maynard et Leslie qui s'étaient rendus dans une déchetterie pour y jeter un canapé et des morceaux de moquette. Un peu plus tard, ce sont d'autres caméras de surveillance qui les filment à proximité d'un canal. Ils ont 2 gros sacs poubelles noirs dans les mains et ils les jettent à proximité du canal dans des broussailles. Pas très bien cachés si vous voulez mon avis. Mais heureusement, puisque grâce à ça, les policiers découvrent le 12 et le 29 juin les 2 sacs. Alors vous allez dire pas très bien caché, mais il y a quand même 1 mois de laps de temps entre le moment où ils les ont jetés et le moment où les policiers l'ont découvert. C'est tout simplement parce que les policiers n'avaient pas forcément vu ces rushs de caméras de surveillance tout de suite. Avant même de faire des tests sur le contenu des sacs, quand ils l'ouvrent, il y a des restes humains, donc ils savent déjà qu'ils ont affaire à quelque chose de terrible. Julia Rawson avait été découpée en 12 morceaux. Les 12 morceaux ont été placés dans les 2 sacs poubelles et ils ont été jetés à proximité du canal. L'inspecteur détective Jim Colclough a déclaré « La découverte qui a été faite de l'autre côté du canal et de la zone de déchets a provoqué un choc chez l'équipe d'enquêteurs.
Je pense que nous craignons tous que le pire arrive. Avec ces preuves, le policier en charge de l'enquête confronte les deux hommes. Il sait qu'ils ne peuvent plus nier maintenant. Eh bien, figurez-vous qu'ils continuent de se clamer innocents. Ce qui est très dur, c'est que les deux hommes ne parlent pas. Ou alors, quand ils parlent, ils racontent des choses que les policiers pensent être des mensonges. Ils sont forcés de refaire eux-mêmes l'histoire. Le 11 mai 2019, Julia Rawson se rend dans le pub Bottle & Cork. Pendant la soirée, elle engage la conversation avec Maynard. Ils parlent de plein de sujets différents. À un moment, il lui montre ses tatouages. Il parle de ses tatouages. À 1h du matin, lorsque le bar ferme, Julia n'a pas envie de rentrer. Et naturellement, Maynard lui propose de l'emmener chez lui. Julia ne se pose pas plus de questions puisqu'elle a l'habitude de faire ça, elle est très sociable et elle fait confiance à tout le monde. Les deux prennent un taxi et se rendent à Tipton. Pendant sa confession, Maynard aurait dit au policier que Julia lui aurait fait des avances et que pour qu'elle cesse ces avances, il a dû être violent. Tu peux parler aussi, t'as pas besoin d'être violent. Et puis je ne pense pas que Julia a été très insistante envers lui, étant donné qu'elle avait déjà une petite amie. Voilà, c'est aussi la raison pour laquelle les policiers n'arrivent pas à croire Maynard. Selon les enquêteurs, Maynard voulait juste passer à l'acte. Il s'est rendu dans la cuisine, il a récupéré un rouleau à pâtisserie et il a frappé Julia Rawson au niveau du crâne à de nombreuses reprises. Si les policiers arrivent à confirmer ça, c'est parce que le médecin légiste a remarqué de nombreux bleus sur son crâne. Une fois que Julia est tombée, je ne sais pas si elle était déjà morte ou si elle était seulement inconsciente, Maynard a récupéré une épée pour la découper. Du moins, les policiers savent qu'il a utilisé une épée, car ils ont retrouvé du sang sur l'épée et l'épée. Cependant, au vu de toutes les armes qu'il y avait au mur, ils se disent qu'il a peut-être aussi utilisé la hache et les couteaux. Maynard a bien confirmé avoir démembré Julia Rawson et il dit aux policiers que s'il l'a fait, ce n'est pas parce qu'il voulait le faire de lui-même. Non, 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 c'est parce que ce sont les voix dans sa tête qui le l'ont lui commandé. Français ça ? Une fois de plus, les policiers ne le croient pas. Ils se disent que s'il a fait ça, c'est tout simplement pour se débarrasser plus facilement du corps de sa victime. Mais il y a un truc que les policiers n'arrivent pas à expliquer, c'est qu'un rein de Julia a été soigneusement enlevé et placé dans le sac avec les autres morceaux. Mais par contre, le rein avait vraiment été très bien enlevé. Sur le coup, ils se disent qu'il y avait peut-être une raison à ça, mais ils n'ont jamais su, puisque quand ils posent la question à Maynard et aussi à Lisley, les deux ne répondent pas. Dans un communiqué, la famille de Julia Rawson a déclaré que sa perte était ressentie aussi vivement aujourd'hui que lorsque nous avons appris sa disparition pour la première fois. Sa mort a eu un impact dévastateur sur nous, la mutilation de son corps et la manière impitoyable avec laquelle ses restes ont été dispersés nous ont révoltés. Le juge Mr. Justice Soule a déclaré au jury « C'était une affaire très exigeante en raison du sujet ». En novembre 2020, le procès de Maynard et de Lisley s'ouvre. Il a lieu au tribunal de la couronne de Coventry et il va durer 1 mois. Maynard dit que c'est lui qui a manipulé Lisley. Ce dernier était très amoureux de lui et il aurait tout fait pour lui. Grâce à cette déclaration, la condamnation de Lisley est un peu plus légère. Quoi qu'il en soit, les deux hommes sont reconnus coupables, ils sont condamnés d'une peine de prison à perpétuité. Cependant, Maynard, lui, a un minimum à faire de 30 ans, alors que Lisley a un minimum à faire de 19 ans. Pendant le procès, les deux hommes avaient reconnu avoir perverti le cours de la justice et aussi dissimulé un corps. Cependant, ils avaient nié le meurtre. Les procureurs ont déclaré concernant Maynard que ce meurtre était l'aboutissement d'années de fantasmes et de désirs refoulés. Et si je vous dis ça, ce n'est pas pour rien. Avec la médiatisation de cette affaire, une femme a déclaré à la police que quelques années auparavant, elle avait une relation avec Maynard. Pendant cette relation, elle avait été maltraitée, violée, manipulée par lui et elle déclare aussi aux policiers qu'il était extrêmement violent. Elle le décrit comme quelqu'un qui était fasciné par la décapitation, les films d'horreur, mais aussi accro au fantasme sur le meurtre sexualisé des femmes. Il lui aurait même déjà dit qu'il aimerait tuer quelqu'un pour voir ce que ça fait. Et quand il sortait, il avait pour habitude de prendre avec lui un couteau qu'il cachait dans sa poche de pantalon ou de veste au cas où l'occasion parfaite se présenterait. En plus d'avoir été reconnu coupable de meurtre, Maynard a été reconnu coupable de 4 viols, d'une tentative de viol et de menaces de mort. Une des voisines des deux tueurs, Tracy Barrett, a déclaré à la BBC que leur appartement était le théâtre d'histoires d'horreur avec des figurines de Freddy Krueger et des poupées Chucky.
Voilà, c'est la fin de ce terrible fait divers, de cette artiste qui était sociable et qui en a payé le prix cher puisqu'elle a fait confiance à la mauvaise personne. Je vais vous laisser avec un témoignage de sa famille qui a dit « Nous sommes une famille unie et aimante. Nous nous accrochons les uns aux autres pour tenter de nous soutenir mutuellement pendant cette épreuve pénible. Mais nous restons profondément affectés et troublés par ces événements pour le reste de nos vies. » Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ce fait divers et je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires.